Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mentalement fragiles. Les enquêtes menées en Chine sont reprises en Europe et parviennent au même résultat. L'épidémie due au coronavirus ne s'attaque pas seulement aux poumons, elle ne provoque pas seulement une crise économique qui creuse les inégalités, mais elle s'accompagne encore d'un autre danger, psychique cette fois-ci. Se dessine alors un autre portrait des personnes vulnérables. Les femmes, les jeunes, les salariés contraints au télétravail. Ne disons pas un portrait inverse, car il faut compter parmi les victimes potentielles de ce mal ceux qui ont des difficultés financières. La pauvreté exposant donc à tout, au virus, à la crise économique, à la crise de la santé mentale. Effet d'après-coup de l'épidémie, mais un après-coup qui l'accompagne plutôt, ou même plus profondément la précède, au sens où il ravive des traumatismes antérieurs. Le malaise psychique peut tuer s'il mène au suicide. Mais il porte plutôt lentement atteinte à la vie, la raccourcit, l'expose au stress, aux troubles du sommeil, à la consommation de tabac et d'alcool, comme il pousse à la violence à l'intérieur des familles. C'est un mal de survivant, et c'est ainsi qu'il manifeste les signes de tout traumatisme. La peur de la mort, la culpabilité d'y échapper, de ne pas savoir comment la rencontrer ou l'éviter. Ceux qui sont atteints ont ainsi de la peine à se protéger, y compris contre le virus. L'assistance médicale s'impose alors, et de fait, elle est maintenant prise en charge par les pouvoirs publics, les psychologues, les psychiatres. Mais cerner le problème, circonscrire statistiquement la population malade, 27% des Français lors du premier confinement, 22% lors du second, c'est aussi prendre le risque d'ignorer sa diffusion et donc sa portée générale, celle qui ne relève plus de la médecine, et que la médecine a tendance à réduire. Le mal des survivants nous atteint tous, comme une épidémie grise. Il ne relève pas seulement d'une crise de la santé mentale, mais peut-être de ce que Paul Valéry tentait de cerner en partant de ce constat, ô combien connu et répété, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Il pourrait relever d'une crise de l'esprit. On court cependant un risque à distinguer l'esprit du mental, de l'âme ou du psychisme. Le risque de congédier le corps médical, ses numéros verts, ses psychotropes et ses statistiques, au nom d'une élévation de la pensée qui ferait saisir la motivation profonde d'une civilisation et d'une époque, inévitablement liée à un territoire. Autrement dit, le risque de vouloir raviver je ne sais trop quelle force unifiante de l'esprit national à vocation universelle, de vouloir la sauver héroïquement, cette force, d'un péril qui n'est conçu, d'une mort qui n'est envisagée, que pour affirmer la grandeur d'une vie supérieure, d'une renaissance impérieuse. S'il s'agissait de cela, nous pourrions être fiers, nous, Français, d'être représentés par le président le plus attaché à l'esprit et à la renaissance européenne, et qui ne cesse de vouloir donner une dimension spirituelle à la politique, et cela qu'il fasse campagne, qu'il s'adresse aux évêques ou qu'il évoque à sa nation confinée le monde d'après. Chez Valéry également, la crise de l'esprit ne pouvait être que celle de l'esprit européen, centre de la science et du capital, mais dont le capital en péril, dit-il, était avant tout culturel. La prudence exige alors de saisir l'esprit au plus proche de l'âme, de ses traumatismes, de ses maladies. Donc non seulement comme esprit des survivants, mais comme esprit survivant. Comme esprit fini qui ne s'accomplit pas dans la mort, qui la diffère sans cesse, mais qui ne s'accomplit pas non plus dans la vie. Autrement dit, exige une vie dépassant la simple survie. Nous sentons tous cette exigence dans la mesure où elle est mise à mal, non seulement par les confinements, mais par le fait que la décision de nous protéger nous a été enlevée pour nous revenir imposée par les pouvoirs publics. Nous la sentons dans un pseudo-confinement où notre vie est encore plus réduite à celle d'un animal laborance, travaillant et consommant. S'il y a dès lors aujourd'hui crise de l'esprit, c'est par la réduction de notre civilisation à cette simple vie, laquelle s'avère profondément ennuyeuse. Nous sentons qu'une civilisation est aussi fragile qu'une vie, disait Valéry. Mais aussi, vivre est une pratique essentiellement monotone.
C'est alors le simple trouble de cette monotonie, le désordre introduit dans cette vie par les lectures, le théâtre, les autres arts, qu'il nommait esprit. À ce stade, la crise de l'esprit n'est pas destinée à se terminer comme une crise sanitaire ou économique, pour autant qu'elle se termine aussi, mais bien à devenir une phase critique, dit-il, indéfiniment ouverte sur l'avenir. L'esprit critique, c'est précisément ce dont manque Santé publique France, quand l'agence compte parmi les facteurs d'anxiété dus à l'épidémie le fait, je cite son site internet, d'avoir peu confiance dans les pouvoirs publics. Nous attendons en effet avec impatience la liste des médicaments neurologiques que préconisera cette agence, pour que nous nous confions entièrement, sans réserve, à elle et à l'État. Au moment où les manifestations sont interdites pour des raisons sanitaires, où les manifestants sont gazés, matraqués pour des raisons d'ordre public, la simple évocation de cette guérison est plus que maladroite. Elle annonce, non un complot évidemment, mais un nouveau champ rhétorique. Alors que le gouvernement entend coordonner en pleine légitimité la lutte contre les maladies psychiques dues à l'épidémie, il lui devient possible, et évidemment c'est bien moins légitime, de pathologiser la contestation, pour lui infliger le traitement le plus simple, celui qui consiste à lui enlever son contenu. Car sur le plan politique, l'idée d'écouter les malades n'est pas encore venue. L'esprit critique, c'est la culture, en tant qu'elle ne prétend pas guérir d'un malaise dans la culture ou dans la civilisation, mais exige qu'il se déploie en parole, en pensée, en action, qu'il prenne sens, qu'il acquiert la valeur sans emphase d'une histoire ou de plusieurs. C'est bien encore aussi de cette manière que l'entendait Valéry, comme une dernière chance après la dévastation technologique de la Première Guerre mondiale, qui n'avait été selon lui que l'étape monstrueuse d'un progrès technique responsable de ce qu'il appelait un désordre mental, une dissonance de fond qui minait la culture européenne. Cela avait commencé avant la guerre. Je le cite, « Je n'ai besoin maintenant que du souvenir vague et général de ce qui se pensait à la veille de la guerre, des recherches qui se poursuivaient, des œuvres qui se publiaient. Si donc je fais abstraction de tout détail, et si je me borne à l'impression rapide, et à ce total naturel que donne une perception instantanée, je ne vois rien. Rien, quoique ce rien fût infiniment riche. » Mais quelle est la différence entre le désordre que met l'esprit dans la vie et celui qui dissémine l'esprit? Et qu'attendre d'autre de la culture que ce rien infiniment riche, que cet éclatement du sens qui fait la communauté des œuvres singulières, lesquelles jamais ne s'unifient dans un esprit, qui sont l'esprit et rien d'autre? L'envie prend alors de piocher dans ce rien dont parle Paul Valéry, comme il le fait lui-même en évoquant, plus tard, un roman dont il se souvient à peine, dont il a seulement lu la recension, et dont il a oublié l'auteur, précisant qu'il est peut-être anglais ou américain, roman qui raconte la disparition possible de la civilisation en raison d'une maladie qui s'attaque non aux hommes, mais au papier. Je n'ai pas retrouvé ce roman dont j'en pioche un autre, un récit américain, d'avant la Première Guerre mondiale, La peste écarlate de Jack London. Ce récit d'anticipation, publié en 1912, place en 2013 une maladie nouvelle qui tue en 1 heure. Soudain, la température du corps s'élève, une éruption d'un rouge violent s'étend sur tout le corps. Un engourdissement monte du pied et du talon, puis gagne les jambes, les cuisses, le ventre, monte encore et arrête le cœur. Les cadavres sont terriblement contagieux. C'est ainsi qu'après s'être déclaré à New York, l'épidémie gagne Chicago, San Francisco, l'Europe, les autres continents. Les gens meurent partout, chez eux, dans la rue, et presque la totalité de l'humanité disparaît. En 2073, dans ce roman, un vieux professeur de lettres se souvient du temps où les humains très nombreux parcouraient la Terre en aéroplane. Il en fait le récit à des enfants qui l'écoutent à peine. Ces derniers savent échapper à un ours et transpercer un lapin d'une flèche avant de l'achever en l'assommant sur un caillou. Mais ils ne sont jamais allés à l'école. Ils n'ont aucune idée de ce que peut bien vouloir dire ce mot « écarlate ». Peste écarlate. Et quand les anciens prononcent ce mot « écarlate », ils le trouvent un peu ridicule. Rouge, très rouge, suffirait largement. Tous vivent éparpillés dans un monde ruiné où la nature a repris ses droits, où règnent les ours, les loups, les anciens animaux domestiques revenus à la vie sauvage. Le monde habituel de Jack London, les vastes étendues dépeuplées, la lutte contre les autres espèces et contre le climat, tout cela s'est étendu sur San Francisco et sur le reste de la Terre, dont on ne sait rien d'autre. London,
raconte d'ailleurs la quasi-disparition de l'humanité comme il racontait la mort d'un homme perdu dans la neige. La peste écarlate n'est en effet pas très différente du froid glacial qui tue le personnage de sa célèbre nouvelle « Faire un feu » ou « Construire un feu ». Fièvre et refroidissement, ce sont les mêmes symptômes, le même engourdissement qui commence par les extrémités et remonte jusqu'au cœur. Survivre dans un environnement hostile est ainsi et à chaque fois tout l'enjeu des écrits de Jack London. La vie est problématique par définition pour les animaux, pour les hommes et donc aussi pour les civilisations. Mais la mort y survient comme l'effacement d'un problème. Vie et mort sont des faits à peine parlants, que l'écriture même n'augmente qu'à peine, au point que l'on ne peut jamais savoir si elle suit intérieurement une vie, une conscience, ou si elle les décrit de l'extérieur, ou même si l'on est dans ou hors de la vie, animale ou humaine. Les chiens et les loups mordus à la gorge sentent cette mort adhérente dont il est question dans Cro-Blanc, qui les achève ou alors les laisse à demi-mort, mais par accident, sans rien à ajouter, qu'ils survivent ou non. Celui qui tente de se faire un feu échoue et recommence, ne cesse simplement de répéter qu'il fait froid, très froid, décidément froid, et qu'il a eu tort de sortir, surtout seul. Juste avant de mourir, il se voit encore survivre, il se voit même accompagné dans une hallucination de ceux qui le retrouveront le lendemain, de ceux qui retrouveront son cadavre gelé. Mais c'est pour s'entendre dire qu'il avait dû faire vraiment très très froid. Il aurait pu survivre, c'était le cas dans la première version de cette nouvelle. Ceux qui tombent malades de la peste écarlate gardent de même l'esprit clair jusqu'à leur mort, tient à préciser London, mais même si c'est au passage les symptômes d'engourdissement qui sont les mêmes que ceux décrits lors de la mort très parlante de Socrate buvant la ciguë, c'est pour s'effondrer sans rien dire. Le professeur de lettres qui racontera plus tard la peste n'a jamais su pourquoi il n'était pas tombé malade, pourquoi il a survécu. Enfin, en 2113, l'enfant qui échappe à un ours est juste content d'avoir échappé à un ours. En face de la formidable nature qui l'étreignait, il ne méditait point sur la fragilité de l'être humain, sur la place qui lui est assignée dans l'univers, dit Jack London du personnage de Faire un feu. On est aux antipodes de cette tendance de l'homme à rompre l'équilibre qu'il soutenait avec son milieu, et qui est pour Valéry la tendance de l'esprit. Il en découle que la mort, la survie, garde un sens indéterminé, diffusé dans ces vastes étendues de neige qui ne sont pas faites pour être aimables. Jacques Hottel disait « Enfant, je me souviens d'avoir lu, entre autres livres, Cro-Blanc. Et je me souviens d'avoir pas aimé ce monde sans végétation, sans rivière, presque sans demeure, ces étendues presque vides, ce soleil pâle, et tout ce froid, toutes ces glaces, tout ce blanc. Dans toute cette neige, une tache rouge, la peste écarlate, de quoi écrire tout un roman qui s'achève en finissant de désamorcer un esprit que Valéry disait étrangement armé par la culture. Il s'avère que s'il y a lutte entre civilisation et nature, il n'y a ni gagnant ni perdant chez London, qu'elles se mordent la gorge, adhèrent l'une à l'autre sans venir à bout l'une de l'autre. La surpopulation et les déplacements, à l'échelle du monde, expliquent les ravages de la peste. Il reste alors quelques humains qui à nouveau se multiplieront, le développement de nouveaux virus accompagnant à nouveau celui des techniques, jusqu'à la prochaine épidémie quasi fatale qui marquera un retour au monde sauvage. Mais à chaque fois dans ce cycle, un esprit désarmé survit. La pandémie grise que nous vivons n'est pas la peste écarlate. Cette pandémie grise, elle est mortelle, mais elle est sans risque fatal pour l'humanité, et nous laisse, nous autres, devant le non-savoir de ce que deviendront nos civilisations et des chances de la nature elle-même, tandis que les moyens techniques de production, mais aussi de contrôle, de surveillance, de répression, se développent au cœur de la crise sanitaire. San Francisco ne brûle pas comme dans le roman de London, les feux ne s'éteignent pas comme dans sa nouvelle, nous ne sommes pas perdus dans le froid, mais bien plutôt cloîtrés chez nous avec l'impression que le dehors lui-même lentement se referme. Et pourtant, nous retrouvons bien dans ce monde urbain frappé par le virus, ce monde de plus en plus policier, un esprit qui résiste sans rompre avec son milieu. Rien ne s'effondre alors, mais tout glisse. C'est bien que le sens de la survie ne se diffuse pas simplement dans un espace blanc, mais s'atténue dans un monde gris, en même temps qu'il résiste. Alors, confinés, privés en partie de culture, nous regardons nos écrans et nous lisons. Nous manifestons aussi, parfois. On a beaucoup lu pendant le premier confinement.
Comme selon Paul Valéry, on a beaucoup lu pendant la Première Guerre mondiale. Certes, à nouveau, et je le cite, « Personne ne peut dire ce qui demain sera mort ou vivant en littérature. » C'est vrai, mais encore une fois, que regretter. Personne ne peut dire qui et ce qui demain sera mort ou vivant. Il reste cependant un survivant, un esprit qui n'est que le sens éclaté de nos existences, ou tout simplement, comme il fait froid, comme il fait gris, il reste des survivants, qui ne tiennent pas qu'à la vie, qui exigent un peu plus d'elle.